Bonjour à tous, c'est un parti qu'on connaît peu, qui fait peu parler de lui, mais qui est infiltré à tous les niveaux de l'État, l'UDE, les écolos, nouvelle génération en quelque sorte, cette partie d'élus qui voulaient incarner l'écologie politique sans forcément être marqués à gauche. Ça tombe bien parce que dans la majorité qu'ils soutiennent, il n'y a officiellement plus de gauche ni de droite et franchement pas d'écologie non plus. Quant au social, ça fait débat. Justement, on en parle tout de suite avec Anne-Sophie Condomine, conseillère régionale et porte-parole de l'Union des démocrates et des écologistes. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Anne-Sophie Condomine. Bonjour. Je le disais, vous êtes membre, porte-parole même de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes. Voilà pour le site. Mais concrètement, l'UDE, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un ovni, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Alors l'UDE, c'est le rassemblement du Front démocrate qui avait été créé à l'issue de la sortie du MoDem de Jean-Luc Benamias et d'un certain nombre que nous étions autour de lui, et de la fusion avec des écologistes qui, eux, sont sortis d'Europe Écologie Les Verts, comme Jean-Vincent Placé, François de Rugy. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous représentez en fait, votre force politique? On représente je dirais une force d'appoint dans la majorité. On est très clairement dans la majorité du président de la République, mais avec un rôle de vigie et d'aiguillon à côté de lui, parce qu'on est convaincu qu'une démocratie, elle doit aussi s'incarner avec des contre-pouvoirs, ou en tous les cas des expressions alternatives. Alors l'aiguillon écologiste de la majorité, on peut dire ça comme ça. Oui. Votre soutien, Emmanuel Macron, jusque-là, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il est aux manettes, n'a jamais vrillé? Sur l'écologie? Ouais, entre autres. Sur l'écologie, c'est vrai qu'on a été tout à fait content quand le président de la République, face à Trump, a réaffirmé « Make our planet great again », alors que les États-Unis, hélas, ont quitté les accords de Paris. Donc là, on était vraiment tout à fait sur la ligne du président de la République. Aussi sur Notre-Dame-des-Landes, c'était une solution que nous, sortir de Notre-Dame-des-Landes, on appelait cette solution depuis longtemps. On pensait qu'il fallait véritablement en sortir. Ça s'est enlisé pendant des années. Donc sur ce sujet-là, c'était tout à fait satisfaisant pour nous. Donc vous dites quoi, en toute humilité, ça c'est vous qui avez pesé sur ces décisions-là? Je pense que c'est un ensemble d'élus, probablement, et de gens sur les territoires que le président de la République a auditionné pour se faire une idée. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, on était, nous, en tant qu'écologistes et environnementalistes, très présents. On est un peu moins satisfait de ce qui s'est passé sur le glyphosate. Alors justement qu'on en parle, le glyphosate, les lobbies agroalimentaires. Finalement, ça vous déçoit, cette action écologiste du gouvernement? Je pense qu'on a loupé probablement quelque chose. Le glyphosate, moi j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens pensent, qui ne font pas de politique spécialement, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. On a considéré que c'était dangereux pour la santé. Si c'est dangereux, il faut arrêter de dire on verra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Non, si on prouve, s'il est dit que c'est pas bon, il faut se mettre en capacité d'arrêter le glyphosate. Mais justement, comment vous l'expliquiez ça, qu'on ne se mette pas en capacité d'arrêter le glyphosate tout de suite, qu'on met des échéances, qu'on dise, comme vous le dites, c'est vrai, on verra dans 2 ans? Je crains que ce ne soit effectivement le poids de certains lobbies qui ralentissent le processus. Et je trouve que sur ces sujets, c'est très embêtant. Parce que en réalité, c'est l'avenir de nos enfants et du monde dans lequel ils vont vivre qui est en jeu. Et c'est quoi? C'est le gouvernement, avec toute sa légitimité qu'il a acquis lors des derniers scrutins, est faible, continue d'être faible face à certains lobbies? Je pense que c'est des choses qui n'ont pas été tranchées, oui. Il y a sûrement des sujets qui n'ont pas été tranchés. Et typiquement, ce sont des sujets qui sont importants pour le quotidien des gens. Nous, on dit toujours qu'on est pour une écologie pragmatique. On n'est pas dans le dogme. Il n'y a pas d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, d'un côté les industriels ou les entreprises très méchants qui polluent, etc. Non, nous, on est pour une écologie pragmatique. On pense qu'il faut que l'air soit plus sain, il faut que ce qu'on mange soit meilleur, il faut que les cantines de nos enfants soient aussi avec des bons produits.
Il faut encourager les modèles. Mais ça, tout le monde le pense. Oui, peut-être. Enfin, les écologistes, pour le coup, qui sont vraiment très écologistes ou dans l'esprit des gens tels qu'ils étaient autrefois, avaient un côté sectaire que nous refusons de porter. Pour nous, il n'y a pas une écologie qui doit être dogmatique. Il faut ça oui, ça non, ça oui, ça non. Voilà. En revanche, c'est vrai qu'il est, je pense, aussi de la responsabilité des politiques d'accompagner les mutations. Pour les entreprises et pour les industries, ça représente beaucoup de mutations, à la fois en termes de normes et puis à la fois en termes d'emploi. Les emplois sont en train on a l'habitude de dire de verdir. Il faut accompagner les entreprises sur la formation des gens, enfin des postes qui sont en train de se modifier. Il faut aussi accompagner pour les nouvelles normes. Et en plus de ça, alors là, pour le coup, je prends ma casquette adjointe à l'emploi à Lyon, c'est créateur d'emplois. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut soutenir, plutôt que stigmatiser en disant « oh là là, ce qu'ils font, c'est horrible ». Alors il y a un ministre qui est censé avoir cette tâche-là, il est très populaire, très connu du grand public, un ministre que beaucoup de présidents rêvaient de décrocher sans succès jusque-là. Emmanuel Macron a réussi, c'est Nicolas Hulot. C'est quoi? C'est une bonne caution? Oh oui, sans aucun doute. Je crois que ça reste le ministre le plus populaire du gouvernement, donc dans l'esprit des Français. Donc oui, c'est une bonne caution. Et puis je pense qu'il fait réellement... alors il le fait sûrement parfois pas assez vite, comme je viens de le dire sur le glyphosate, mais il crante. Je pense qu'il crante quand même des avancées en termes d'environnement. Quand on emploie le terme caution, et je l'ai fait à dessein, c'est pas forcément positif. Quand on prend quelqu'un en caution... pour se verdir son image peut-être, même si ça peut rester que superficiel, est-ce que vous ne pensez pas que quand même c'est pas ça? Non, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'effectivement, c'est une caution parce que c'est quelqu'un d'emblématique et que du coup, on se dit, bah oui, dans ce gouvernement, il y a quelqu'un qui porte véritablement ces sujets d'environnement et d'écologie. Qui a ça au cœur. Exactement, et puis qui est visible. Les Français savent que Nicolas Hulot, il est engagé sur ces sujets-là. Mais je pense au-delà de ça que c'est quelqu'un qui fait du travail dans une configuration qui est la sienne, qui ne doit pas être simple tous les jours. Ce que les Français voient surtout, c'est qu'il a déjà avalé beaucoup de couleuvres depuis le début du quinquennat. Il a dû renier ses convictions même. Ça a été remarqué à l'Assemblée nationale par des députés de l'opposition qui lui ont fait remarquer. Il était quand même très gêné. Il a lui-même lancé un ultimatum à l'exécutif en quelque sorte, puisqu'il a annoncé qu'il ferait le point cet été pour savoir s'il était utile ou non au gouvernement. Vous pensez qu'il a des raisons de rester? Oui, moi je crois qu'il faut absolument qu'il reste. Parce que si une personnalité comme Nicolas Hulot quitte le gouvernement, l'écologie ne sera plus incarnée. Et on sait que les avancées, elles se font aussi parce qu'il y a des femmes et des hommes qui incarnent des sujets et des valeurs. Donc moi, je pense qu'il faut absolument qu'il reste. Sinon, ce sera le désert. Mais est-ce que, en toute honnêteté, vous pouvez dire que l'écologie a avancé depuis que Nicolas Hulot est ministre de l'écologie au gouvernement? Notre-Dame-des-Landes a quand même été, pour nous, une avancée. Je ne sais pas, mais projetez-vous dans 20 ans, que pourront dire nos enfants, qu'auraient pu dire nos enfants s'ils avaient vu en parallèle 2 aéroports à quelques kilomètres l'un de l'autre? C'est un non-sens. Donc je pense que oui, il a avancé. Je pense qu'il avance sur certains sujets, mais comme on l'a évoqué il y a 5 minutes, c'est compliqué. Alors, on parle d'écologie, vous parliez également de social tout à l'heure dans la majorité. Vous étiez à Valenciennes, lorsque Jean-Louis Borloo a lancé une vive charge contre le président de la République, qualifiant la politique menée par le gouvernement d'inefficace et dangereuse. Vous êtes d'accord avec ces propos ? Alors, la façon de s'exprimer de Jean-Louis Borloo est toujours assez imagée, le gratin les nouilles qui se séparent du gratin, etc. Donc ça lui appartient. Après, sur le fond, je comprends sa colère. Je pense qu'il avait rendu un rapport qui était très attendu par tous les intervenants, tous les gens qui interviennent sur le champ des politiques de la ville, dont il a été fait peu de cas. Et je crois que pour moi, c'est une erreur. Je pense qu'il faut faire très attention à ce qui se passe dans les quartiers politiques de la ville, qui manque réellement un volontarisme social pour aider ces plus démunis. Vous savez, même encore samedi matin, Gérard Collomb disait « Moi, quand je vais dans la France entière, dans les quartiers, ça se passe quand même très mal ».
Il y a vraiment des endroits où c'est très, très difficile. À Lyon, on est un peu... la Duchère, c'est pas si mal, parce que ça fait longtemps, justement, qu'on est en intervention, que la ville est très proactive sur le sujet. Mais il y a quand même des quartiers en France où il y a vraiment besoin d'une politique sociale. Et moi, je suis très attachée à ça, parce que je crois que c'est un des périls, en réalité, pour le président de la République. Quand il dit en même temps, il faut que sa politique d'en même temps, elle aille aussi sur le social maintenant. Sinon, ce sticker président des riches risque d'être indélébile, quoi. Et je crois que maintenant, il faut y aller. Il est justifié jusqu'à présent, ce sticker justement de président des riches? En tous les cas, il a été facilement imposable par les premières lois sur l'ISF, ou enfin, par les toutes premières mesures qu'il a prises. Et c'est vrai que pour l'instant, les gens qui sont en difficulté ne voient pas tellement en quoi cette politique va leur bénéficier. Donc je pense que cette fois, c'est important, il faut donner des signes, il faut se préoccuper de... Et vous les voyez, ils arrivent ces signes? Vous les sentez arriver? Pour l'instant, non. Ça vous semble assez loin encore? Non, non, ça me semble assez loin, et dans les déclarations, et dans le désengagement de l'État dans les quartiers, puisque, par exemple, au titre de mon mandat emploi et insertion, on intervient dans les quartiers politiques de la ville, forcément. Je suis présidente de la Maison de l'Emploi, et on développe des services dans les quartiers, donc des services mutualisés, sur l'insertion, pour les jeunes, etc. Et on a typiquement créé à la Duchère un endroit qui est assez exemplaire, avec le CCAS, avec l'hôtel, avec la mairie du Neuf, où dans un seul endroit, les personnes viennent, poussent la porte et ont la réponse à toutes leurs préoccupations, à tous leurs sujets. Et ça demande des moyens. Et les annonces qui ont l'air de se faire pour l'année prochaine, ça serait une baisse de moyens, ça serait l'arrêt des moyens pour les maisons d'emploi de la part de l'État. C'est regrettable, parce que ces outils ont fait leurs preuves, et puis parce que pour avoir cette vraie politique sociale, et pour s'occuper des gens dans les quartiers, il faut être en proximité. Mais comment vous l'expliquez ça justement? Vous parlez de cette proximité qu'il ne ressent pas. Est-ce qu'il a une méconnaissance des territoires, Emmanuel Macron? Je ne veux pas parler pour lui ou non, mais je pense en tous les cas... En toute objectivité, est-ce que c'est pas ça le problème? Je pense qu'il a des conseillers qui ne l'orientent pas sur ce champ-là, qui l'orientent sur d'autres champs, sur le champ de l'entreprise, très valorisé, ce qui est absolument nécessaire. Hein. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'insertion. Mais en tous les cas, je pense qu'il n'est pas assez orienté pour l'instant sur cette politique sociale et il y a une grande attente des citoyens sur ce champ-là. Est-ce que c'est un problème justement sur ces questions-là, sur ces questions de social et de proximité, que le président de la République qui gouverne la France n'ait jamais été élu? Est-ce qu'on ne le ressent pas, la difficulté? C'était la critique qui lui était faite évidemment pendant la campagne. Est-ce qu'elle n'était pas d'une certaine façon justifiée avec du recul? C'est vrai que parler de ça, ou enfin voir ce qui se passe par rapport à, je vois, comme peut en parler quelqu'un que je connais bien comme Gérard Collomb, c'est pas comparable, quoi. Il y en a un qui a vécu ça, effectivement, qui a cherché des solutions dans sa ville, que ce soit des solutions financières ou des solutions très opérationnelles, et puis quelqu'un qui, en effet, n'a jamais été confronté à la vraie réalité du terrain. Donc ça peut être un souci, mais ça pourrait être corrigé si, autour de lui, il y a des gens qui lui expliquent combien cette proximité est essentielle à maintenir. C'est pas le cas? Pour l'instant, c'est un petit peu Mais alors, inquiétant. du coup, quand vous dites que vous êtes un des piliers de la majorité, ça devrait être votre rôle, justement, de peser là-dessus pour lui faire voir certaines choses que vous estimez vont dans le bon sens. Est-ce que vous pesez quelque chose, alors, finalement, puisque vous n'y arrivez pas? On essaye tout le temps. Et dans ce cas-là, à quoi bon rester dans la majorité? Alors, on essaye tout le temps. Et par exemple, si vous prenez le député UDE François-Michel Lambert, qui est très engagé sur l'économie circulaire, il a, aux côtés du président de la République, réussi, là aussi, à faire admettre et à faire avancer cette nécessité de s'engager dans l'économie circulaire. Donc, je pense que petit à petit, on réussit, nous aussi, à cranter sur ce volet-là. Mais tout cela prend du temps, puis voilà. Alors, vous parlez du député François-Michel Lambert, il est seul. C'est le seul parlementaire UDE. Il a beaucoup fait parler de lui depuis le début de la législature en critiquant notamment La République En Marche. Hein. Il a comparé à la Pravda. Il a voté contre la loi Asile et Immigration. C'était le seul du groupe La République En Marche, puisqu'il siège dans le groupe La République En Marche. Voilà ce qu'il a déclaré il y a quelques semaines. S'il n'y a pas une ouverture, une capacité à parler en même temps des territoires et de la dimension écologiste, mon départ est inéluctable.
Vous pensez qu'il va y en avoir d'autres comme lui? Est-ce qu'il y a un moment, vous dites que vous soutenez la majorité, mais est-ce qu'il y a un moment, il ne va pas y avoir un point quand même de friction qui fait que vous allez devoir lâcher cette majorité pour vous faire vraiment entendre? Je pense qu'il y a des points de friction, et même à l'intérieur de La République En Marche, très clairement. Donc après, sur quelle modalité ça se fera, c'est vrai qu'après il y a les contraintes de groupe, etc. Bon, c'est un petit peu technique à l'Assemblée nationale, mais je crois que ces frictions, elles existent, et elles existent. À part François-Michel Lambert, les députés de La République En Marche, ils peuvent les exprimer des fois, mais jamais bien longtemps. On ne les entend pas beaucoup. Est-ce que vous trouvez qu'il faudrait plus de François-Michel Lambert? Est-ce qu'il y a trop de députés Godillot encore? Est-ce que c'est pas ce problème? Je pense surtout qu'il y a un dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Et là, ça peut toucher, si on évoque aussi la réforme des institutions telle qu'elle est en train de se prévoir, le droit d'amendement me semble absolument essentiel à tenir en étendard, quoi. Les députés, pour l'instant, n'ont pas le droit d'amender, ou quasiment pas. Nous, on l'a vu, hein, je fais partie du réseau national des maisons d'emploi, l'Alliance Ville-Emploi. On a essayé d'amender la loi de finances au profit justement de nos interventions territoriales. Des députés ont essayé de poser des amendements, ils n'ont pas été pris. On leur a dit non, ça c'est pas possible. Je pense que c'est une loi fondamentale, je pense que c'est même la vitalité de la démocratie qui est en jeu sur ce volet-là. Donc est-ce que ça durera longtemps? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Justement, puisqu'on parle des institutions, j'imagine que vous avez suivi le long discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Juste un mot sur la forme. Est-ce que vous n'avez pas été dérangé par ce rite monarchique, finalement? On l'a beaucoup dit, puisque c'est ce qui lui est reproché. Est-ce que vous ne pensez pas que ça doit rester un moment solennel quand même, ce genre de représentation, et ne pas devenir systématique comme Emmanuel Macron le fait et va continuer à le faire? Alors, bon, sur la forme, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu théâtral. Je m'attendais quasiment à entendre des alexandrins. Donc oui, c'est solennel et théâtral. Moi, je ne suis pas gênée qu'ils viennent parler une fois par an devant le Congrès. En revanche, c'est vrai que sa proposition, quand il dit l'année prochaine, je vais changer la Constitution pour pouvoir vous répondre, ça me paraît d'une part anecdotique. Je pense que les Français ne sont pas d'abord préoccupés par ça. Franchement, c'est de la tambouille politicienne. Oui, c'est très politique, quoi. C'est-à-dire que si vous en parlez dans la rue, les gens diront mais de quoi on parle. Et puis l'autre volet aussi, c'est que nous, on est vraiment pour un Parlement fort. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui nous gêne le plus. C'est anecdotique, mais quand même, on franchit un cap. Il y avait déjà eu cette réforme que, auparavant, l'exécutif ne se mélangeait pas au législatif. Là, on passe encore un nouveau cap. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on ne va pas trop loin déjà là-dedans? Moi, je pense qu'il n'a pas à répondre. Je pense que le gouvernement, le Parlement et l'Assemblée nationale est là pour ça. Il y a les questions d'actualité toutes les semaines. Il y a justement les amendements aussi qui peuvent être là pour porter une autre parole. Oui, je pense qu'on va trop loin. Mais pourquoi il fait? C'est vrai qu'on avait l'impression au début, il surfait sur la vague, au début de son mandat, il faisait les réformes promises, tant attendues, il les faisait. Voilà. On a l'impression depuis quelques temps qu'il y a quand même beaucoup plus de couacs dans la communication, aussi sur le fond et sur la forme, avec ces annonces surprises au Congrès de Versailles de réformer la Constitution, tout ça qui ne plaisent pas à grand monde finalement. Est-ce qu'on est dans une deuxième partie du quinquennat où là c'est plutôt la chute après L'avenir le dira. En tous les cas, je crois qu'on a passé l'année un peu miraculeuse, entre parenthèses, où tout le monde regardait avec, je vais reprendre un de ses mots favoris, une extrême bienveillance, tout ce qui allait se passer, puisque effectivement des réformes doivent être faites. Mais là, maintenant, au-delà des discours, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que cette vitalité démocratique qui là est remise en jeu, à mon avis, avec un Parlement qui perd de sa substance, est inquiétante. Il a des tendances à vouloir personnaliser un peu trop le pouvoir? Je pense, oui. Oui, je pense. C'est un problème, ça, vous imaginez qu'il peut le conduire à... Oui, je pense que c'est un problème, parce que quand on est président de la République, on doit rassembler tout le monde, mais sur des valeurs et sur des idées, pas uniquement sur son propre... Et c'est ce que Emmanuel Macron fait? Je trouve qu'il a une petite tendance, oui. Mais du coup, à personnaliser énormément. On est loin quand même de la promesse initiale de la République En Marche, d'En Marche à l'époque, qui s'appelait En Marche, qui était un mouvement horizontal, venu de la base. Quand on le décrit finalement, quand on analyse ça et quand on vous entend, on se dit que c'est tout l'inverse finalement. C'est assez proche de l'ancien monde.
probablement dans le fonctionnement, parce qu'il n'y a pas de raison. Les députés qui ont été élus ont toute leur légitimité à intervenir dans le débat démocratique. Donc on ne peut pas... Mais quand cette promesse de base que vous dites, finalement, c'est l'ancien monde, c'était quand même la promesse phare de dire « moi, je serai le nouveau monde ». Vous vous dites pas que finalement, le château de cartes s'écroule? Je dis attention. Pas à n'importe quel prix. C'est bien de réformer, c'est bien d'impulser de la jeunesse, c'est bien de réformer, c'est absolument nécessaire. Il faut emmener notre pays vers la modernité, il faut être plus agile, il faut être plus réactif, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas non plus oublier tout le volet démocratique et ne pas, du coup, pousser tout ce qui est opposition sur les bords. Je pense que, je ne crois pas que ce soit excellent pour une démocratie de n'avoir que des populistes d'un côté ou de l'autre et au milieu un grand tout. Et ça, Emmanuel Macron a une part de responsabilité là-dedans? Oui, je pense. Je pense qu'il faut... ce parti unique ne me semble pas une bonne idée pour le fonctionnement de la démocratie. Je crois qu'il faut plusieurs voies. C'est aussi une façon d'avoir des contre-pouvoirs. C'est une façon aussi à terme d'avoir un enrichissement de la pensée. Parce qu'au bout d'un moment, c'est Bayrou qui disait ça, quand tout le monde pense la même chose, on finit par ne penser plus rien. Je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de créativité non plus. Tout est tenu à un homme et c'est pas ça la vitalité d'une démocratie. Et si on va jusqu'au bout de ce raisonnement qui s'entend, vous dites quoi? Depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, depuis qu'il y a ce vaste groupe à l'Assemblée de la République En Marche, on perd en démocratie, en quelque sorte? Et si on prend en compte également les réformes constitutionnelles qu'il souhaite faire Alors, on perd en voter. Démocratie par rapport aux amendements. Et c'est vrai que nous avons aussi une autre inquiétude, c'est ce qui se projette pour la proportionnelle. C'est vrai que les propositions, pour l'instant, qui sont à 15% de proportionnelle, pour nous, sont complètement anecdotiques et insuffisantes. Il faudrait, et déjà quand on était au MoDem, c'était quelque chose qui était très fort, il faut 25% de proportionnelle pour que véritablement... Et en même temps, on entend ce que disent les opposants à ça. Regardez en Allemagne, en Italie, ce qui se passe, des gouvernements instables qui n'arrivent pas à trouver de majorité, des populistes qui arrivent au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas le risque et est-ce que ce n'est pas justement contre ça qu'on a le scrutin majoritaire en France ? Alors, 25%, c'est quand même pas c'est pas 50% de proportionnel, hein, c'est pas la totalité de la proportionnelle. Il y a quand même une prime, comme on dit, une prime au gagnant qui est importante et qui assure de toute façon une majorité. Mais après, ces 25%, eux, ils assurent la représentation de la totalité des tendances qu'il peut y avoir dans un pays. Le débat démocratique il doit se faire au Parlement. Il peut avoir tendance à se perdre. Exactement. Et ce débat démocratique, il faut qu'il se fasse au Parlement, parce que s'il se fait au Parlement, il ne se fera pas dans la rue. Et c'est le lieu. C'est là où il doit se faire. Il doit se faire au Parlement. Le prochain grand scrutin, c'est les européennes. Oui. Comment vous allez vous organiser au sein de l'UDE ? Alors nous, on est dans notre charte fondamentale et fondatrice, nous sommes pro-européens affichés, donc pour nous c'est très clair. On est extrêmement content de ce débat qui arrive sur l'Europe. Puis on voit bien avec tout ce qui se passe avec les élections qu'il y a de part et d'autre, un enjeu est important. En revanche, on est très inquiet sur cette proposition du président de la République de vouloir faire une seule liste unique. Parce que dans un an, il se sera écoulé encore un an, c'est idiot de dire ça, mais ça fera 2 ans de mandature du président de la République, et on craint que ce ne soit du coup un référendum pour ou contre la politique du président de la République, et que du coup tout le débat qu'il doit y avoir autour de l'Europe soit caché, mis à mal, occulté. Mais donc quoi finalement, concrètement? Vous souhaitez avoir votre propre liste, une liste avec le MoDem? C'est vrai qu'il y a... de la République En Marche ? Je crois que c'est un petit peu tôt, mais on commence à entendre notamment l'UDI ou les radicaux qui parlent d'une liste, qui réfléchissent à une liste éventuellement autonome. Nous, on est, très clairement pour une liste autonome qui pourrait aller, en effet, des sociodémocrates à l'UDI en passant par le MoDem. Vous souhaiteriez être candidate ? Oui. Sur une liste comme ça, oui. Vous négociez ? Déjà, je pense qu'on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est en train d'essayer de bâtir une liste qui pourrait être très clairement pro-européenne. Mais donc vous parlez quoi avec l'UDI, c'est ce que vous dites? Avec l'UDI, avec les radicaux, avec des gens qui aussi, parce qu'il y a un autre problème dans la politique du président de la République et dans ce qu'il envisage pour les européennes, c'est qu'une fois élu, il faut s'affilier à un parti. Or, pour l'instant, comment fait-il? C'est-à-dire qu'avec les gens qui viennent de l'UMP, qui sont au PPE,
au Parlement européen, c'est-à-dire en alliance avec des gens comme M. Orban, ou d'autres comme les Modem, qui sont des gens plus centristes, qui sont comme nous, alliés avec les libéraux, les démocrates libéraux, la DLE. Voilà, il faut qu'il éclaircisse là aussi ce point de vue. Il nous reste quelques secondes. Juste un mot, Jean-Vincent Placé qui comparaissait cette semaine devant la justice pour violence, injures raciales et outrage à agent. Après une soirée très alcoolisée, c'était en avril dernier. Voilà ce qu'il a dit en gros. On n'est pas au Maghreb ici. Le prix de match Smith, cela fait un RSA complet pour ta famille au vigile du bar. Qu'est-ce que ça dit d'un responsable politique de premier plan qui a quand même été ministre et que vous avez côtoyé puisqu'il dirigeait, il co-dirigeait votre formation politique? Bien sûr, je ne vais pas commenter la décision de justice. Il a été enfin pas condamné, mais on attend le procès qui sera en septembre. On attend le procès qui sera en septembre. Sur les faits. Il s'est largement excusé. Il a dit qu'il était honteux. C'est vrai que je pense qu'il a dérapé. Il n'est sûrement pas le seul, sûrement pas le dernier. C'est tout à fait regrettable, mais il a fait amende honorable. Donc je pense qu'il va se soigner. Merci beaucoup Anne-Sophie Condomine d'avoir été dernière invitée de la saison sur Face à Face. Tous vos replays sur tlm.tv et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Face. Très bonne semaine.